Un autre outil central pour résoudre un jeu, c'est la notion de meilleure réponse. Par rapport à ce qu'on a vu jusqu'ici, on va avoir un changement d'optique. Jusqu'à présent, on cherchait à déterminer une stratégie qui serait bonne, peu importe ce que les autres font. À partir de maintenant, on va s'intéresser plutôt à des stratégies qui sont bonnes en fonction de ce que les autres font. C'est ce qui est traduit par cette définition ici. On appellera ainsi une meilleure réponse, une stratégie que je noterai SI étoile, qui va maximiser le gain du joueur I pour une certaine stratégie des autres, pour un certain profil stratégique des autres, que je note ici S1, SI-1, SI plus 1, SN, pour refléter les choix que les autres font en dehors de I. Il est donc important de réaliser que la stratégie SI étoile est une meilleure réponse pour une certaine manière de jouer des autres. Réciproquement, ça signifie que si les autres jouent d'une autre manière, la meilleure réponse peut changer. On peut même aller un petit peu plus loin et dire que si la meilleure réponse ne change pas, quel que soit ce que font les autres, on retrouve la notion de stratégie dominante. La question qui vient immédiatement après est comment calcule-t-on une meilleure réponse? Comment la déterminer? Ça va dépendre du type de jeu. Dans un jeu fini, dans lequel on a une liste de stratégies finies pour chaque joueur, déterminer la meilleure réponse va consister à envisager une à une les combinaisons des autres stratégies et à trouver ainsi chacune des meilleures réponses en fonction de toutes les combinaisons possibles des choix des autres. Dans un jeu non fini, c'est-à-dire lorsque l'ensemble de stratégies des autres joueurs est un intervalle par exemple, on va être amené à résoudre un problème d'optimisation. Dans ce problème d'optimisation, on prendra les stratégies des autres comme paramètres pour calculer la meilleure réponse du joueur I que l'on est en train d'étudier après résolution d'un problème de maximisation. De manière à montrer comment on détermine la meilleure réponse dans un jeu fini, nous allons reprendre le jeu abstrait numéro 1. Nous prenons ici le point de vue du joueur 1. À tour de rôle, on va envisager toutes les stratégies possibles de l'autre joueur, à commencer par la stratégie G. Et pour chaque stratégie possible de l'autre joueur, on va déterminer sa meilleure réponse. Ici, on voit immédiatement que si le joueur 1 joue H, il obtient un gain de 3. S'il joue B, il obtient un gain de 3 également. Et on en conclut évidemment que sa meilleure réponse, c'est de jouer M qui lui permet d'obtenir un gain de 4. 4 est donc la meilleure réponse du joueur 1 à la stratégie G du joueur 2. C'est celle qui maximise son utilité. Passons maintenant au cas où le joueur 2 joue C. Dans ce cas-là, le joueur 1 obtient un gain de 2 lorsqu'il joue M, un gain de 3 lorsqu'il joue B. Ces deux gains sont moins bons que le gain de 8 et on en conclut que H est la meilleure réponse du joueur 1 à la stratégie C de la part du joueur 2. Enfin, dernière possibilité, imaginons cette fois que le joueur 2 joue la stratégie D. On voit ici que le joueur 1 obtiendrait un gain de 2 en jouant H, un gain de 3 en jouant M, alors qu'il peut obtenir un gain de 4 en jouant B. On conclut donc que la meilleure réponse du joueur 1 à la stratégie D du joueur 2 est de jouer B. Bien entendu, le joueur 1 ne sait pas ce que le joueur 2 jouera,
Il sait simplement que selon telle ou telle stratégie du joueur 2, sa meilleure réponse peut être tantôt de jouer M, tantôt de jouer H, tantôt de jouer B, comme on a pu le montrer précédemment. On va maintenant montrer comment on peut calculer la meilleure réponse d'un joueur dans un jeu où l'ensemble des stratégies est un intervalle, c'est-à-dire un jeu non fini. On va prendre pour ça un exemple bien connu qui est le duopole de Cournot. Je rappelle, on a deux firmes, les joueurs sont des firmes donc. Chaque firme peut choisir une quantité offerte dans l'ensemble des réels positifs, c'est-à-dire SI supérieur ou égal à 0. L'utilité de chaque joueur, qui est en fait un profit, est égale au prix de vente multiplié par la quantité que le joueur I, en l'occurrence ici, décide d'offrir, auquel il faut soustraire le coût de production de cette quantité offerte. La fonction P, c'est la fonction de demande inverse, et la fonction CI, c'est le coût de production de l'entreprise I. Pour résoudre ce jeu, on va faire l'hypothèse que la fonction de demande a pour expression PQ égale 2 moins Q, et que les fonctions de coût des entreprises 1 et 2 ont la même forme, que tout simplement le coût de production d'une unité égale 1, ce qui implique que le coût total de production de Q1 unité, par exemple, est égal à Q1 pour la firme 1, et le coût de production de Q2 unité pour la firme 2 est égal à Q2. En utilisant les fonctions qu'on vient de décrire, on va pouvoir calculer le profit de chaque firme. Donc, par exemple, l'utilité de la firme 1, qui va dépendre de sa propre quantité et de la quantité de l'autre firme, va être égale, par définition, au prix, qui dépend de la somme des quantités, multiplié par la quantité offerte par la firme 1, puisque c'est ici la firme 1 que j'étudie, auquel j'enlève le coût de production, c'est-à-dire C, qui dépend de la quantité offerte par la firme 1. On va remplacer par les différentes expressions. On a dit que dans notre exercice, la fonction de demande inverse aurait pour expression 2 moins Q, la quantité totale, c'est-à-dire S1 plus S2. On a dit que la fonction de coût aurait pour expression Q1, Q1 étant la quantité offerte par la firme 1, ce qui, avec les notations de la théorie des jeux, se notera ici S1 pour stratégie du joueur 1. On peut alors réécrire la fonction d'utilité du joueur de la manière suivante. Ça va me donner 2 moins S1 moins S2 multiplié par S1 moins S1, et je vais mettre S1 en facteur. Ce qui me permet au bout du compte d'écrire 1 moins S1 moins S2 multiplié par S1. On obtiendrait de la même manière pour la firme 2, étant donné nos hypothèses dans cet exercice, que son utilité s'écrit 1 moins S1 moins S2 multiplié par S2. À partir de là, on va pouvoir déterminer la meilleure réponse de la firme 2 pour commencer. La firme 2 va considérer une certaine stratégie donnée de l'autre firme. Sans pour autant savoir quelle sera cette stratégie, elle envisage par exemple une quantité S1 offerte par la firme 1. Étant donné cette quantité, elle va chercher à déterminer sa propre quantité,
pour maximiser son profit, et on vient de dire que son profit s'écrit sous cette forme-là. Vous remarquez que sur cette diapositive, j'ai écrit en bleu ce qui est considéré comme une donnée du point de vue de la firme 2, et en rouge ce qui est considéré comme un choix, une inconnue, quelque chose à calculer pour la firme 2. On sait que pour maximiser une fonction, on peut utiliser la condition du premier ordre, c'est-à-dire qu'on va dériver la fonction d'utilité de la firme 2 par rapport à la quantité qu'elle choisit, S2. Je ne détaille pas la dérivée ici, je dis simplement qu'elle serait plus facile à calculer si vous développez. Donc, ça va me donner 1 moins S1 facteur de S2 moins S2 au carré, et on va dériver par rapport à S2. On obtient ainsi une dérivée qui sera égale à 1 moins S1 moins 2S2, et on sait que notre profit sera maximum lorsque cette dérivée sera nulle. Je passe ici sous silence la vérification des conditions du second ordre, qui permet de garantir que la condition du premier ordre est suffisante pour déterminer un maximum. C'est bien le cas ici. Une fois qu'on a écrit la condition du premier ordre, on va exprimer S2, qui est l'inconnu du point de vue de la firme 2, c'est-à-dire la quantité qu'elle doit offrir pour maximiser son profit, en fonction du reste. Si vous faites ça, vous allez obtenir S2 égale 1 moins S1, le tout divisé par 2. 1 moins S1, le tout divisé par 2. Ceci me donne ce qu'on appellera la fonction de meilleure réponse de la firme 2. On va ensuite représenter graphiquement cette fonction de meilleure réponse de la firme 2 dans le graphique ici. Puisque son expression c'est S2 égale 1 moins S1 sur 2, on peut en déduire que lorsque S1 égale 0, vous avez S2 qui va être égal à 1,5. Il suffit de substituer. Ça correspond à ce premier point ici. Lorsque S1 égale 1, par substitution, on obtient directement que S2 va être égal à 0. Ceci permet de déterminer un deuxième point ici. On remarque par ailleurs que la fonction de meilleure réponse est l'expression d'une droite, et donc on obtient la représentation graphique de la meilleure réponse ici. En utilisant ce graphique, on peut en conclure que, par exemple, pour la quantité 1,5, la meilleure réponse de la firme 2 sera évidemment un quart ici. Autrement dit, lorsque la firme 1 choisit d'offrir une quantité 1,5, la firme 2 a intérêt pour maximiser son profit à choisir la quantité 1 quart. On peut aussi lire sur ce graphique que si la firme 1 offre une quantité nulle, la firme 2 maximise son profit avec la quantité 1,5. Et enfin, on peut lire sur ce graphique que lorsque la firme 1 offre la quantité 1, la firme 2 a intérêt à offrir la quantité 0. On retient donc que ce graphique permet de connaître pour toute quantité S1 quelconque choisie par la firme 1, la quantité S2 de la firme 2 qui permettra de maximiser son utilité. On peut procéder exactement de la même manière pour la firme 1. Cette fois, la firme 1 envisage une certaine quantité qui serait offerte par la firme 2. Et pour cette quantité-là, la firme 1 cherche à déterminer son offre dans le but de maximiser son profit qui a cette expression-ci. On calcule ensuite la dérivée de la fonction d'utilité que l'on égalise à 0 pour obtenir la condition du premier ordre. Et enfin, on utilise cette condition du premier ordre pour exprimer S1 en fonction de S2.
résultat qu'on appellera la fonction de meilleure réponse de la firme 1, qui, pour toute quantité S2 qui serait choisie par la firme 2, détermine la quantité S1 de la firme 1 qui maximise son profit. On peut en faire la représentation graphique, avec une toute petite difficulté ici, qui est qu'on fait la représentation graphique avec S2 en ordonnée et S1 en abscisse, alors que nous venons d'exprimer S1 comme une fonction de S2. Malgré cette difficulté, vous pouvez vérifier en utilisant l'expression de la meilleure réponse qui est rappelée ici, que lorsque S2 est égal à 1, vous obtenez S1 égale 0, ce qui nous donne ce point-là. Et vous pouvez vérifier également que lorsque S2 égale 0, vous avez S1 qui est égal à 1,5, ce qui donne ce point-là. La meilleure réponse est alors la droite qui joint ces deux points. Elle nous indique, en faisant attention que la lecture est inversée dans ce graphique, que par exemple, pour la quantité 1,5, la meilleure réponse du joueur 1 va être la quantité 1/4. Autrement dit, si le joueur 2 joue S2 égale 1,5, le joueur 1 a intérêt pour maximiser son utilité à jouer S1 égale 1/4. En prenant ce point-là, on peut affirmer que lorsque la firme 2 offre une quantité égale à 1, la firme 1 a intérêt à offrir une quantité nulle. Et on peut affirmer également que lorsque la firme 2 offre une quantité nulle, la firme 1 a intérêt à offrir la quantité 1,5. La notion de meilleure réponse nous amène à la définition d'un équilibre de Nash. On dira qu'un jeu possède un équilibre de Nash s'il est possible de trouver un profil stratégique que je vais noter S1 étoile pour la firme 1, S2 étoile pour la firme 2, etc. jusqu'à Sn étoile pour la firme n, tel que chaque stratégie à l'intérieur de ce profil est une meilleure réponse aux stratégies des autres dans ce profil. Par conséquent, ça veut dire par exemple que S1 étoile est une meilleure réponse à S2 étoile jusqu'à Sn étoile. Ça signifie que S2 étoile est une meilleure réponse à S1 étoile, S3 étoile, jusqu'à Sn étoile, en sautant donc la stratégie du joueur 2. Et enfin, Sn étoile est la meilleure réponse aux stratégies S1 étoile jusqu'à Sn-1 étoile. Ceci traduit bien l'idée que chaque stratégie du profil est une meilleure réponse aux autres stratégies de ce même profil. Nous venons de donner la définition d'un équilibre de Nash. L'équilibre de Nash sera considéré par la suite comme une solution possible d'un jeu. Encore faut-il pouvoir démontrer qu'un équilibre de Nash existe, c'est-à-dire que l'on peut le calculer. C'est John Nash qui a proposé le théorème d'existence qui permet de prouver qu'on peut déterminer un équilibre de Nash. Il part de la description d'un jeu composé de n joueurs, chaque joueur muni d'un ensemble de stratégies SI et d'une fonction d'utilité UI. Le théorème de Nash pose des conditions qui permettent de prouver qu'il existe un équilibre de Nash. Les conditions sont les suivantes. Premièrement, il faut que les ensembles de stratégies des joueurs soient des intervalles fermés et bornés. Deuxièmement, il faut que les fonctions d'utilité des joueurs soient continues. C'est-à-dire que leur représentation graphique dans toutes les dimensions ne présente aucun saut. Il faut enfin
que les fonctions d'utilité soient concaves par rapport à la stratégie propre des joueurs. Je vous rappelle que la concavité implique que la représentation de la fonction d'utilité du joueur i par rapport à sa propre stratégie est une forme de ce type-là. Autrement dit, il faut que la pente des différentes tangentes de la courbe représentative de la fonction d'utilité soit décroissante. On peut dire les choses autrement. Une fonction concave est une fonction dont on peut observer la frontière depuis un point intérieur. Par exemple, une fonction de ce type-là n'est pas concave, puisque en me positionnant ici par exemple, je ne vois pas la portion de la courbe qui se situe ici. Sous ces trois conditions, John Nash a démontré que le jeu admettait un équilibre de Nash. Autrement dit, à condition que les conditions en question soient vérifiées, on sera toujours en mesure de calculer un équilibre de Nash, c'est-à-dire un profil de stratégie tel que chaque stratégie de ce profil est une meilleure réponse aux autres stratégies du profil. Nash a démontré l'existence, par contre il n'a pas démontré l'unicité, et il est tout à fait possible, sous ces conditions, de construire des jeux dans lesquels on aurait effectivement existence d'un équilibre de Nash, mais on aurait aussi existence de plusieurs équilibres de Nash simultanément.